Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du dimanche 8 mars 2026, et aujourd'hui on va parler de BYD qui une fois de plus humilie les constructeurs européens en dévoilant une nouvelle technologie de batterie de voiture électrique complètement hallucinante. On parlera également d'une autre marque de voiture chinoise, Denza, qui dévoile une nouvelle voiture électrique affichant une autonomie et un temps de recharge record, là aussi bien loin devant ce que proposent les marques automobiles traditionnelles. D'ailleurs ça se verra particulièrement ce contraste avec une autre actualité puisqu'on parlera de Ford qui communique autour de la nouvelle version électrique de son Ford Puma. On parlera également de Volvo qui a mis au point une nouvelle technologie de sécurité automobile basée sur l'intelligence artificielle. Et puis on aura deux actualités qui concernent Mercedes. La première, c'est l'intérieur de sa nouvelle GT qui a été dévoilée avec, vous le verrez, quelques éléments techniques assez surprenant, on va dire ça comme ça. Et puis pour terminer, on parlera du patron de Mercedes qui avertit une nouvelle fois la Commission européenne que les objectifs fixés en ce qui concerne la transition vers la voiture électrique sont tout simplement inatteignables. Ce sont les sujets de cette vidéo du dimanche, la dernière de cette semaine. J'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en soutenant ma chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça laisser un petit like. Vous pouvez booster cette vidéo si l'option apparaît chez vous. C'est vraiment le plus important en ce moment pour l'algorithme YouTube. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour les prochaines vidéos et laisser un petit commentaire dans lequel vous ferez part tout simplement de votre avis sur cette actu de ce dimanche 8 mars. Je vous le disais, on va commencer par parler un petit peu de BYD, marque automobile chinoise qui commence à arriver petit à petit en Europe, qui dévoile une nouvelle batterie qui met littéralement la honte à la concurrence automobile européenne. Marque européenne qui, même du côté des plus premium et des plus avancés en termes de voitures électriques, ont du mal à dépasser les 800 km d'autonomie et à annoncer des temps de recharge inférieurs à 30 minutes. Du côté de chez BYD, on vient de présenter une nouvelle batterie qui bat tous les records. Elle s'appelle la Blade 2.0. C'est une batterie à chimie LFP, donc lithium, fer, phosphate, qui a une densité énergétique améliorée, ce qui veut dire, pour faire très simple, qu'on arrive à faire tenir plus d'électricité dans une batterie plus petite, et qui va aussi profiter de plusieurs nouvelles technologies, notamment une technologie baptisée Flash Pass, qui, pour faire très simple, facilite le transport des ions au sein de la batterie, ce qui permet d'accélérer ses temps de recharge. D'après BYD, cette batterie permettra de faire des véhicules électriques dont l'autonomie dépassera les 1000 km, tout en profitant de temps de recharge quasiment jamais vus pour le moment dans le monde de la voiture électrique, notamment aussi parce que BYD développe à côté de ça une nouvelle technologie de chargeurs, des chargeurs pour voitures électriques qui s'appellent Flash Charger, qui peuvent délivrer jusqu'à 1500 kW, ce qui est colossal. Je rappelle qu'en Europe, quand une voiture recharge à 150 kW, on a déjà tendance à considérer que c'est bien. BYD estimant qu'avec ces chargeurs ultra rapides, cette batterie pourrait passer de 10% à 70% de charge en seulement 5 minutes. Et c'est encore plus impressionnant, de 10 à 97% de charge en 9 minutes. C'est-à-dire que là, on commence pour de vrai à voir arriver des temps de recharge de voitures électriques qui sont comparables à des temps, on va dire, de plein de voitures thermiques. BYD indique d'ailleurs avoir déjà installé 4200 stations de recharge en Chine dotées de cette technologie, qu'elle vise d'en déployer 20 000 d'ici la fin de l'année et que cette nouvelle génération de chargeurs ultra rapides est associée à un système de stockage d'énergie qui permet de lisser la demande sur le réseau électrique. C'est ça le problème des chargeurs ultra rapides, c'est que ça pompe tellement fort d'un coup des pics de consommation d'électricité pour lesquels les réseaux électriques tels qu'on les a par exemple en France ne sont absolument pas prévus. D'ailleurs, chose assez intéressante, la première voiture qui va bénéficier de cette batterie BYD Blade 2.0 et de cette technologie flash charging, ça va être la nouvelle Denza Z9 GT dont on va parler. Là aussi, c'est une marque chinoise et comme d'habitude avec les marques chinoises, on s'inspire, on va dire ça comme ça, de ce qui existe ailleurs. Raison pour laquelle, quand on plisse un petit peu les yeux en regardant cette Denza Z9 GT, on peut apercevoir une Porsche Taycan. Ça y ressemble côté silhouette. Avec ces deux nouvelles technologies fabriquées par BYD, cette nouvelle voiture revendique 1036 km d'autonomie. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il s'agit d'un record mondial en ce qui concerne l'autonomie d'un véhicule de série. Côté recharge, c'est à peu près ce que BYD a annoncé, 10 à 97% en 9 minutes, 10 à 70% en 5 minutes. Pour information, cette voiture ne sera absolument pas réservée au marché chinois, elle va arriver sur le marché européen dans plusieurs versions avec plusieurs motorisations, toutes électriques bien sûr, une version propulsion avec un moteur de 503 chevaux, une version trimoteur qui sera beaucoup plus puissante mais à propos de laquelle on n'a pas trop d'informations pour le moment, mais c'est une puissance qui doit être située entre 700 et 800 chevaux qui lui permettent d'abattre le 0 à 100 en 2 secondes 7. La grande question, c'est combien va-t-elle coûter en Europe? Et ça on sait pas trop, on sait qu'en Chine elle est vendue
vendus entre 34 et 46 000 euros selon les versions, ce qui est beaucoup. C'est 1,5 fois, voire 2 fois le prix moyen d'une voiture neuve en Chine, donc c'est pas la voiture de Monsieur Tout le Monde non plus, c'est du premium presque luxe. Faudra compter sur beaucoup plus que ça quand elle arrivera sur le marché européen, entre les taxes et tout ce qui va avec. On sera vraisemblablement plutôt aux alentours des 70-75 000 euros pour l'entrée de gamme, et probablement bien plus pour les versions haut de gamme avec les grosses motorisations. Toujours est-il que, à ce prix-là, chez nos marques européennes, même en allant dans ce qu'il y a de mieux, il n'y a pas aussi bien. C'est pas plus compliqué que ça. Chose assez marrante, il y a quelques instants, je vous disais que la Denza Z9 coûte en Chine 34 000 euros. Pour 34 000 euros en France, vous pouvez vous acheter la nouvelle génération du Ford Puma électrique. Et là, bon, c'est un peu moins impressionnant, puisqu'avec sa nouvelle mise à jour technique, Ford annonce maintenant que son autonomie grimpe à 417 km. Alors là, c'est l'autonomie WLTP. Si vous faites de l'autoroute, ce sera plutôt aux alentours des 250 km. 417 km, c'est quand même 40 de plus que la précédente version du Puma électrique. C'est un nouveau score qui est atteint grâce à une nouvelle batterie dont la capacité est passée de 43 kWh à 46,86, ce qui lui permet d'être sur le papier un peu plus compétitif face à tout ce qui va être Peugeot 2008 électrique, Alfa Romeo Junior électrique ou encore Opel Mokka qui sont entre 406 et 410 km. À mettre au crédit de Ford quand même, elle n'a pas augmenté les tarifs de cette nouvelle version qui profite de plus d'autonomie mais qui commence toujours à 33 990 euros, voire même 29 000 après remise dans le réseau, en sachant qu'il peut aussi bénéficier du bonus français qui s'appelle maintenant CEE, qui peut maintenant potentiellement atteindre 7 600 euros, donc dans le meilleur des cas 22 000 euros environ pour cette nouvelle version du Ford Puma électrique. Je voulais aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu technologie, de sécurité, puisque Volvo vient d'inventer un nouveau système de ceinture de sécurité qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Alors ça paraît un petit peu fou comme ça, mais je vais vous résumer le concept, c'est pas si flippant que ça en a l'air. Ce nouveau système va être disponible en premier sur le Volvo EX60 et fonctionne comme suit. C'est un dispositif qui repose sur un ensemble de capteurs internes et externes, caméras, des capteurs, des scanners qui sont capables de collecter tout un tas de données quasiment instantanément en cas d'impact, en cas de collision si vous préférez. Ça va calculer tout ce qui est morphologie de l'occupant, sa taille, son poids, la position du siège, l'intensité de la collision, la dynamique de décélération, tout un tas d'informations qui vont ensuite être instantanément réfléchies par la ceinture qui va sélectionner ensuite une stratégie de protection la plus adaptée possible en fonction de tous ces paramètres. Volvo a donné quelques exemples concrets. Une personne de forte corpulence qui serait impliquée dans un choc violent bénéficiera d'une tension plus élevée de la ceinture pour réduire le risque de traumatisme à la tête. A l'inverse, un passager plus léger lors d'un accident moins sévère sera retenu avec une force plus modérée afin de limiter les risques de blessures thoraciques. L'objectif, vous l'aurez compris, est donc d'abandonner la logique d'une protection normalisée et standardisée pour adapter la retenue de la ceinture au profil de chaque occupant et à la gravité de chaque situation. C'est bien beau sur le papier, mais on va quand même attendre les premiers crash tests sur les véhicules équipés de cette technologie pour voir comment ça fonctionne pour de vrai et surtout, malheureusement, comment ça fonctionne en vrai dans des conditions réelles. Il y a qu'en accumulant plein de données dans le temps que les scientifiques, analystes, ingénieurs et experts seront capables de mesurer l'efficacité de ce système. On va terminer par deux actualités Mercedes. Déjà, la première actu, c'est Mercedes-AMG qui donne de nouveaux détails, de nouvelles images de l'intérieur de sa future première Mercedes-AMG 100% électrique. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais ça commence quand même à se voir que Mercedes-AMG essaye de faire oublier à ses conducteurs qu'ils roulent dans une voiture électrique en surchargeant complètement les intérieurs, notamment en ce qui concerne les écrans. Il y en a 3, un combiné de 10 pouces pour les compteurs, un écran central tactile de 14 pouces et un écran passager de 14 pouces aussi. Et sachez, ça c'est le clou du spectacle, qu'il y a aussi 2 écrans au plafond, c'est pas une blague. Si j'ai bien compris, les 2 fenêtres de toit, c'est une technologie spéciale qui permet soit de les faire fonctionner comme une vitre classique, donc de voir le ciel et tout ce qui est au-dessus du véhicule, mais aussi de projeter des choses dessus, comme le logo AMG. C'est très lumineux, c'est très flashy, on peut supposer que ça dépendra aussi bien sûr des goûts des futurs acheteurs qui opteront peut-être pour des configurations un petit peu plus sobres. Toujours est-il que dans tous les cas, il y aura 3 commandes rotatives sur le pont central intérieur, des commandes qui serviront aux conducteurs à régler en temps réel la calibration du groupe motopropulseur, donc ça c'est la cartographie, plus ou moins de puissance, les réglages du châssis, pour avoir quelque chose de plus ou moins dur, pour avoir plus ou moins de puissance sur les roues arrière, plus ou moins 4 roues motrices, ainsi que la gestion des aides électroniques, les aides au pilotage avec 9 niveaux de réglage. Pour terminer, une autre actu qui concerne Mercedes, puisque
Ola Källenius, son patron, a réaverti la Commission européenne que les objectifs nouveaux, puisqu'on rappelle qu'ils ont été modifiés en décembre 2025, les objectifs de transition vers la voiture électrique étaient toujours inatteignables et que l'industrie automobile européenne risquait une catastrophe globale, tout simplement. Alors je rappelle que les objectifs sont passés de 100% de voitures électriques en 2035 à 90%, un assouplissement qui, d'après Ola Källenius, est toujours insuffisant et qui ne correspond en rien au rythme de la transition énergétique qui est actuellement constaté. Selon lui, si la Commission européenne veut rapidement décarboner son transport, faut pas miser sur la voiture électrique, mais sur l'usage de carburants synthétiques, dont l'utilisation, si elle était généralisée dans le parc actuel européen automobile, permettrait de baisser instantanément les émissions de CO2 sans plomber l'industrie auto. Il a également jugé le lissage du calcul des amendes CO2 des marques, qui se fait maintenant sur 2 ans, entre 2025 et 2027 au lieu de sur 1 an, comme insuffisant, appelant plutôt pour un lissage sur les 5 prochaines années, ce qui permettrait de compenser les mauvaises ventes d'électriques de 2025, 2026 et 2027 par peut-être de très bonnes après, que les 10% de marge en 2035, donc les 90% au lieu des 100% de voitures électriques, 10% qui doivent être compensés, on le rappelle, par les marques par l'utilisation d'acier bas carbone sur la voiture thermique, présentait aussi un problème puisqu'actuellement l'industrie et le commerce de l'acier bas carbone n'existent quasiment pas et que son développement n'est pas assez rapide pour pouvoir combler la demande d'ici 2035 et que le nouveau projet dont on a parlé en vidéo il y a quelques jours, le Made in Europe, ne changerait quasiment rien et était une usine à gaz réglementaire qui risquait simplement de complexifier encore plus le lancement de nouveaux modèles de véhicules hybrides rechargeables et de véhicules électriques. On verra si la Commission européenne tient compte de ces demandes, c'est absolument pas le seul. En fait, globalement, toutes les marques disent à peu près la même chose. C'est la raison pour laquelle la Commission a commencé à assouplir un petit peu ses envies à la fin de l'année 2025 et maintenant que la brèche est ouverte, les constructeurs en profitent pour essayer d'enfoncer cette brèche et d'obtenir maintenant une révision du projet global plutôt que de devoir attendre le prochain leader de la Commission européenne pour le faire. Voilà, on a fait le tour pour cette vidéo du dimanche 8 mars, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en devenant éventuellement un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actu. Ciao.